Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je la poste aujourd'hui lundi et non pas dimanche parce que bon, vous le savez peut-être, mais j'ai eu des petits problèmes logistiques avec mon ordi ces derniers jours. Déjà il a coupé en plein live mardi dernier, le live que je fais tous les mardis pour les mots de devenir consultant. Ce qui fait que ce week-end, problème logistique encore une fois, et donc je suis allé m'en chercher un nouveau que j'ai pas encore installé. Voilà, à partir de maintenant, je vais pouvoir récupérer mon quotidien et mon workflow habituel. J'ai hâte de l'essayer, tout le monde en dit des merveilles, des Mac M1 comme ça, donc j'ai hâte de voir la différence avec un Mac classique. Bref, donc aujourd'hui, une vidéo particulière qui ça va être une interview. Et là, ça va être une nouvelle tête sur la chaîne, je vais vous présenter Jimmy. Jimmy qui est un ami d'assez longue date, hein, j'ai rencontré en école de commerce, donc ça fait 7-8 ans qu'on se connaît. On a découvert le monde du business ensemble, mais lui est allé dans complètement autre chose, il est allé vers le coaching, et c'est devenu mon coach depuis. C'est lui qui m'a réconcilié avec le coaching, qui m'a permis de mettre des mots et des techniques sur tout ce qui est mindset. Parce que le mindset, j'ai toujours su que c'était important dans le sens où j'ai toujours eu conscience que c'est mes déclics qui m'ont permis de passer certains paliers de mon entreprise. Mais j'ai toujours ramené ces déclics et ce mindset à des livres, à des connaissances, à de la formation, etc. Et en fait, j'ai découvert qu'avec le coaching, on peut volontairement déclencher ces déclics en question. Ce qui permet que plutôt d'avoir des déclics aléatoires et de ne pas savoir quand sera le prochain déclic, d'y travailler pour les déclencher, on va dire consciemment. C'est vraiment, moi, c'est ma vision du coaching, c'est ma vision de pourquoi j'ai voulu m'y intéresser. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Jimmy qu'on aborde un sujet qui, je pense, va être super intéressant et pertinent pour la plupart des consultants en démarrage qui vont regarder cette vidéo. C'est les peurs qui entravent un peu la prospection au démarrage. Généralement, vraiment, cette vidéo, ça va être surtout dédié à ceux qui n'ont pas forcément encore les premiers vrais gros clients signés. Donc, qu'est-ce qui vous empêche globalement de closer vos premiers clients? Qu'est-ce qui vous empêche de trouver et de signer vos premiers clients? Généralement, je ne vais pas vous le cacher, si ça fait genre 2-3 mois que vous prospectez, que vous n'arrivez pas à closer, il peut y avoir une grosse partie de mindset là-dedans. Et ça peut venir de quelques peurs. Moi, j'ai connu plusieurs peurs à mes démarrages. La peur de déranger, la peur de demander de l'argent, la peur de passer pour un con. Vous voyez, donc la peur aussi d'arriver à signer un client et de ne pas pouvoir délivrer les résultats derrière. Donc la peur, le syndrome de l'imposteur, comme on l'appelle un peu en général. Donc c'est des peurs que j'avais beaucoup au début. J'en ai beaucoup parlé avec Jimmy, j'ai pris conscience de plein de choses. Et je lui ai dit, écoute, il y a là-dedans des sujets et des infos qu'il faut qu'on partage. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de tourner une vidéo, une interview de Jimmy sur le sujet de la peur de demander de l'argent. Parce que franchement, je pense que c'est la peur la plus concrète pour tous ceux qui n'ont pas encore leur premier client ou qui n'ont pas encore osé demander, poser des devis à 2000, 3000, 4000 euros sur la table. Aussi, ça reste aussi à vous tous si vous avez toujours cette petite hésitation avant d'annoncer votre prix à un prospect. Hein, c'est normal, hein, c'est normal. Mais il y a des techniques pour éviter ça, pour réduire cette peur et pour passer un peu plus à l'action. Et justement, assumer ces tarifs. Parce qu'en fait, Jimmy vous en parlera mieux que moi, mais assumer ses tarifs, c'est la base pour réussir une vente. Donc dans cette vidéo, on va voir un peu les conseils de Jimmy, d'un coach professionnel, pour dépasser un peu ces blocages-là. Donc j'espère que ça vous plaira. Vraiment, si vous en êtes au démarrage et que vous n'avez pas encore vos premiers gros clients, je suis à peu près convaincu que ça s'adresse à vous. Donc ouvrez grand les oreilles et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais avant d'aller voir Jimmy, d'aller parler de tout ça, comme d'habitude, si vous voulez devenir consultant en marketing numérique, il y a une masterclass en description de cette vidéo qui est entièrement gratuite et c'est un atelier vidéo de plus d'une heure dans lequel je vous donne les 5 premières étapes pour lancer votre agence. On va y parler de toutes les premières étapes pour mettre en place votre agence, trouver vos clients et on parlera des niches prometteuses pour 2021-2022. Aussi, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, ça pourrait vous intéresser de voir le contenu que je publie en story, etc. Donc écoutez, le lien est lui aussi en description. Maintenant, j'arrête de parler, on va aller écouter Jimmy. Donc ça va être une interview au Zoom. Je sais pas si le son va être au top. Et puis il faut savoir que Jimmy est à La Réunion. Moi je suis au Québec, on a 9 heures de décalage. Donc pardonnez-moi dans la vidéo si je suis pas ultra frais, mais techniquement on l'a tourné à 2 heures du matin pour moi après une journée de boulot, ce qui fait que je suis pas forcément au top du top, mais je suis sûr que vous me pardonnerez. Salut Jimmy, merci d'avoir accepté de me donner un petit peu de ton temps pour qu'on parle un peu avec les abonnés de la chaîne. Salut Valentin, écoute, je suis content d'intervenir à ta demande sur ta chaîne pour pouvoir apporter un maximum d'aide à tes abonnés.
Cool. Bah, écoute, je vais poser un petit contexte rapide donc, pour ceux qui nous regardent. Donc déjà, Jimmy, toi et moi, on se connaît depuis maintenant 7 8 ans. C'est connu en école de commerce à Paris, à l'INSEC. Et à l'origine, on n'était pas du tout dans le monde du business. Et puis, on a découvert ensemble un peu l'écosystème startup à l'origine avec Oussama Hamar, The Family, etc. Je crois qu'on se partageait aussi des chaînes YouTube type Olivier Roland, etc. Et je crois que globalement, on a découvert en même temps tout ce qui est semaine de 4 heures. Et à partir de là, mais bon, après, voilà, donc moi je suis arrivé au Canada et puis bon, on a pris deux chemins un peu différents, moi avec l'agence et toi, tu es retourné là d'où tu es originaire, donc l'île de la Réunion. Et depuis ces 5 6 ans à la Réunion, qu'est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton background juste pour expliquer un peu à ceux qui nous regardent ce que tu as fait et c'est pourquoi toi, tu es bien placé justement pour nous donner tous les conseils aujourd'hui. Oui, alors quand je suis rentré à La Réunion, j'ai fait du dropshipping, donc du e-commerce. Et bon, j'ai essayé. Ça n'a pas été un grand succès le e-commerce. Par contre, j'ai réutilisé ces compétences que j'ai acquises en termes de web marketing dans le e-commerce, qui sont très très utiles pour créer une agence SMMA, puisque quand on a les mains dans le cambouis et dans tout le back-end, on est très bien placé pour savoir finalement comment mettre en place les solutions pour des clients, donc que ce soit des sites web, de la publicité, etc. Et je me suis associé avec un associé qui lui maîtrisait beaucoup plus la partie vente. Moi, j'avais très peur des clients au début. Enfin, je redoutais la vente. Et du coup, moi, j'avais dit, OK, on fait un pacte. Euh, je vais jamais voir un client. Un client m'appelle jamais. Il n'y a pas mon numéro de téléphone en visible en public. C'est toi qui appelles. Moi, j'envoie des mails ou je coordonne le projet derrière. Mais voilà, je redoutais les clients. Je savais pas ce qu'était un client. J'imaginais vraiment que c'était comme dans les films, il fallait sortir un truc énorme, impressionner et tout. Et en fait, j'étais quand même obligé de faire des rendez-vous clients à un moment. Et c'est marrant parce que mes deux premiers rendez-vous clients, c'était 2 sites web à vendre et je les ai vendus sans site web. À partir de ce moment, tu vois, c'était un petit peu une révélation. Je me suis dit, waouh, en fait, on peut vendre des sites sans avoir de site. Mais en fait, vendre, c'est pas dur en fait, tu vois. Donc voilà, pendant un petit peu plus de 2 ans, j'ai créé mon agence SMMA à La Réunion. À l'époque, je savais pas ce que c'était une SMMA, on parlait pas d'SMMA, on n'importait pas ce terme. Enfin, j'avais une agence marketing digital et d'ailleurs, c'est toi qui m'as inspiré parce que tu avais monté ton agence avant moi. Sauf que voilà, quand tu avais monté ton agence, je me suis dit, ouais, je comprenais pas, tu vois. Et je me suis dit, ouais, il a trouvé de quoi vivre, bon, c'est super, tu vois. Mais voilà, je savais pas ce que c'était. Puis finalement, la prestat de service c'était bien, mais faire le boulot à la place des clients, il y a un moment, ça me gavait un peu. Et je me suis dit, j'ai découvert le coaching, je me suis fait coacher un moment et j'ai appliqué un coaching que j'ai pris et j'ai payé très cher ce coaching. Et, et en fait, ça a littéralement transformé le business de l'agence. Bon, après, j'ai arrêté, mais j'ai compris en fait c'était quoi l'intérêt d'un coaching. Et en fait, pendant ce coaching, tu avais payé tellement cher, genre 2 000 € une heure. Et genre chaque De minute, bureau. ouais, à peu près. C'était pas vendu comme ça exactement, mais plus tard j'expliquerai pourquoi. Et en fait, ce qui se passe quand on paye aussi cher et que c'est sincère, c'est qu'en fait, j'ai enregistré le truc au cas où, tu vois, j'ai raté quelques secondes de ce coaching. Et genre, j'avais l'impression d'avoir bu 10 ans avec de la Red Bull. J'étais hyper attentif. Je m'étais dit, putain, à la minute que ça me coûte, j'écoute religieusement ce qu'il me dit. Je pose des questions, et genre, je bavarde pas, rien, quoi. C'est 1 heure et c'est pas 1 minute de plus. Donc, j'en profitais à fond, tu vois. Et j'ai compris qu'en fait, s'engager, c'est réciproque. Il y a le formateur, il y a la personne qui m'accompagne, mais il y a moi aussi et c'est surtout mon travail qui va faire la différence et j'avais surtout intérêt à m'engager. Et après, donc, ça m'a donné envie de, à mon tour, faire du coaching parce que après plus de 2 ans, le business, en fait, ça compresse le temps et on acquiert beaucoup d'expérience. Et je me suis dit, maintenant, en fait, j'ai totalement la légitimité pour accompagner d'autres personnes qui veulent ouvrir leur agence. Et par exemple, j'ai accompagné une ancienne collaboratrice à ouvrir en indépendant sa propre agence média. Aujourd'hui, c'est une de mes meilleures élèves. Et ça montre qu'en fait, voilà, quand on est bien accompagné, elle a des résultats. Elle a eu des résultats en 6 mois. Elle a atteint quasiment les 10 000 € par mois
en à peu près 6 mois. Le confinement a été un cadeau, tu vois. Donc, c'est montrer que c'est une opportunité. Comme disait Oussama Ammar, le Covid, c'est le Chief Digital Officer de toutes les boîtes dans le monde aujourd'hui. Ça veut dire que c'est celui qui est chargé de la digitalisation de toutes les boîtes, les PME, etc., de tous ceux qui hésitent. Et il n'y a pas meilleure opportunité. Donc, c'est vraiment le meilleur business à l'heure actuelle. Bah, écoute, c'est pas faux, c'est bien dit de la part de Oussama. Et bah, écoute, merci. Écoute, moi, si je voulais qu'on fasse une vidéo aujourd'hui, c'est parce que, bon, Jimmy, tu me coaches. J'ai déjà expliqué dans l'intro aux abonnés un peu notre relation aujourd'hui. Tu me coaches, et puis lors de nos dernières discussions, on avait parlé, justement pour anticiper mes futurs blocages et pour mes prochains paliers, on a discuté de ce qui m'avait bloqué précédemment. On a discuté de mes différentes peurs que j'avais au tout début, donc il y a 5 6 ans, pour trouver mes premiers clients. Et puis, je t'avais dit, ah, il y a des trucs qui devraient intéresser les abonnés de la chaîne, et notamment une chose qui est cette peur de demander de l'argent que je retrouve beaucoup, dont j'entends beaucoup parler. Et il y a plusieurs peurs, hein, les peurs de déranger, hein, les peurs de passer un peu pour un con avec le syndrome de l'imposteur, etc. Mais il y a surtout cette peur de demander de l'argent où certains membres de la formation me disent par exemple, écoute, j'étais face à un client, je m'étais préparé à lui demander 2 000 euros, et puis finalement, c'est 1 500 euros qui sont sortis de ma bouche. Et sans raison apparente, sans raison rationnelle, il a baissé le prix comme ça, juste avant de le dire, parce qu'il n'assumait pas le prix qu'il allait dire. Donc, tu vois, toute cette relation à l'argent, cette peur de demander de l'argent, c'est vraiment quelque chose que je vois qui impacte beaucoup de membres de devenir consultants et qui les empêche, on va dire, de trouver les premiers clients, etc. Qu'est-ce que toi, en tant que coach, tu pourrais conseiller ou qu'est-ce que tu aurais comme petite aide à nous apporter et à apporter aux membres de devenir consultants pour dépasser un peu ces paliers-là et pour les aider à aller chercher leur premier client malgré cette peur? La première chose, c'est que il s'agit pas de vendre en fait. Il s'agit pas de vendre son service, il s'agit pas de vendre ses produits, il s'agit d'être acheté. Et je trouve que la voix passive en anglais, elle passe beaucoup mieux. Tu sais, ce serait pas, il s'agit pas de sell, il s'agirait de be bought, quelque chose comme ça. Et je trouve que ça dit beaucoup plus de choses parce qu'en fait, ton but, c'est de poser des questions au client pour qu'il se convainque lui-même que c'est toi le meilleur vendeur. C'est toi la meilleure personne chez qui acheter, chez qui souscrire et avec qui partir pour son projet. Donc, être acheté, c'est ça le plus important. Ensuite, je dirais que l'argent, c'est une énergie infinie qui circule. Aujourd'hui, on voit les banques centrales qui impriment énormément, énormément, énormément de milliards. Surtout en Est-ce temps. qu'il manque d'argent? Non. C'est juste qu'avec toute cette masse monétaire qui va être créée, ben, en fait, l'argent va valoir beaucoup moins, il va y avoir des inflations de prix, etc. Donc, l'argent, il y en a à l'infini dans le monde. Maintenant, l'argent se donne pas à n'importe qui. Donc, faut le mériter. Donc, il y a de l'argent, il y en a beaucoup, il y en a énormément, qui s'en créent tous les jours. Mais maintenant, tout le monde n'y a pas droit et c'est normal. Il faut bien faire un effort. Donc, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'équilibre où dans l'univers, tout est équilibré. Et donner et recevoir de l'argent sont parfaitement équilibrés. Peut-être que quand tu fais un entretien, un rendez-vous, tu donnes des conseils et finalement, ce que tu reçois, ben, c'est un client qui te verse un acompte à la fin. Mais en Ouais. fait, tu as donné de la valeur, vous donnez de la valeur et ensuite vous recevez, tout simplement. Et c'est pas plus compliqué que ça, la vente. C'est pas un truc de je vais prendre à quelqu'un, mais je vais rien donner. Si tu as donné, mais tu as donné quelque chose en valeur conseil. Tu Et l'as tu pas vas donné donner. en argent. Quand tu vends ton service et tu vas donner, c'est-à-dire que tu vas prendre entre guillemets 3 000 euros à quelqu'un pour un site web, par exemple, vitrine, un petit site, mais tu vas lui donner un résultat final qui est un site web, vitrine de 3 pages, par exemple. Tu vois, effectivement, il y a un échange qui se fait quelque part. C'est à aucun moment. J'ai l'impression qu'effectivement, les personnes qui souffrent un peu de cette peur de demander de l'argent, c'est qu'ils ont cette impression d'aller réclamer de l'argent, tu vois, d'aller prendre dans la poche de la personne en face. Alors qu'en fait, il s'agit d'un échange consentant avant tout. Exactement. Tu as donné ton temps et ton temps, en fait, tu as travaillé, tu t'es déplacé ou tu as pris 1 heure de ton temps et tu as donné 1 heure de ton temps à ton prospect et ça a de la valeur pour lui. Si tu l'éclaires entre le début et la fin du rendez-vous, ça a de la valeur pour lui. Et l'important, c'est créer de la valeur.
Ouais. Et recevoir de l'argent, c'est capter la valeur en retour. Donc, tu crées de la valeur et tu la captes en retour. Euh, Ensuite, j'ai un autre conseil, c'est que faire du marketing, c'est noble. C'est-à-dire que tu es là tu as la solution au problème du client et tu es là pour l'aider. Et si vous en arrivez au niveau du prix, ben c'est tout simplement que ta solution peut certainement l'aider et qu'il en a besoin. C'est lui qui en a besoin. C'est pas toi qui as besoin d'argent, c'est lui qui a besoin de ta solution. Donc, faut inverser les choses. Il faut pas se dire que non, bah ouais, je suis en manque. Ouais, enfin, on sait que c'est peut-être ton premier client, c'est pas évident, etc. Mais ton client, il s'en fout de tout ça. Ouais. La seule chose qu'il veut, c'est que lui, il a un business qui tourne, qu'il a un magasin physique ou en ligne, et il veut des clients qui l'appellent ou des clients qui demandent des devis, et on n'a rien à faire de savoir de ta vie. Enfin, ça l'intéresse pas. Et d'ailleurs, t'es pas là pour toi, t'es là pour lui. C'est la chose la plus importante à comprendre. C'est vrai. Et juste le point que tu t'as dit au début, tu dis le marketing, c'est noble. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est en gros, faut pas en avoir honte, quoi. Il faut pas avoir honte de. Le marketing, c'est le fait de se vendre, de se mettre sur le marché. En gros, tu dis, il faut pas en avoir honte. Souvent, quand on connaît pas le marketing ou t'en parles à des gens qui connaissent rien, ils pensent que le marketing, c'est arnaquer. Non, c'est persuader. C'est persuader, c'est persuader quelqu'un que la solution à son problème existe et que tu es la solution qui peut être unique à son problème. Donc, si tu as une solution à un problème qui est très important pour quelqu'un, ben apporte-lui la solution. Mm. C'est comme si tu as des amis t'as un ami qui a un problème et en fait, tu as la solution et tu es là devant lui et tu lui dis rien. Mais en fait, non, tu vas l'aider. Et là, c'est pareil. T'es pas là pour vendre. T'es là pour aider ton client. Donc, aide-le. Et quand tu aides, enfin, soit ça se termine par une transaction, soit ça se termine pas par une transaction. Mais c'est pas grave. Tant que tu pars dans l'idée de aider le client et de faire ton maximum pour l'aider, et si tu veux pas l'aider, tu le recommandes à une autre personne, eh ben, tu décomplexes vis-à-vis de prendre de l'argent. En fait, il faut arrêter de le voir comme, par exemple, si on veut, imaginons qu'on veut prospecter 100 personnes, il faut arrêter de le voir comme une tentative d'aller mettre la main dans la poche de ces 100 personnes pour en récupérer des billets. Il faut le voir comme j'ai une solution, j'ai un panel de 100 personnes devant moi, 100 personnes qui sont peut-être des gens qui ont une problématique à laquelle je peux répondre ou pas. Et en fait, le marketing, quand on y pense, c'est une sorte d'énorme sondage. La prospection, c'est un énorme sondage sur ces 100 personnes pour savoir s'ils ont besoin ou pas de la solution. Et quand on y pense, j'aime bien ton exemple de tu as un ami dans la pièce qui a un problème et tu as la solution, quelque part. Si tu ne fais pas de marketing, si tu ne te vends pas, c'est concrètement, tu gardes pour toi ta solution, c'est presque égoïste vu comme ça. Donc on pourrait presque dire que c'est égoïste de ne pas faire de vente. Oui. Non, c'est égoïste de pas faire de marketing. En Ouais. fait, c'est comme si tu avais le vaccin contre le coronavirus et en fait, bah non, en fait, tu le gardes pour toi. Parce Enfin, que tu as déjà, peur de vendre, entre guillemets, tu as peur de prendre de l'argent, entre guillemets, et pourtant, tu as des millions de personnes qui veulent te donner l'argent. Tu sais, t'as le même, tu connais le même ouais, avec le gars qui est Take My Money. Là. C'est un peu ça, en fait. Il y en a peut-être qui vont te dire Take My Money, mais pour ça, il faut qu'il ait connaissance de ta solution, par contre. exact, exact. Je voudrais aborder ensuite une autre clé qui pourrait aider tes abonnés. Euh, je vais te poser une question. Ouais. Qu'est-ce que tu as vendu? Enfin, à quoi tu as converti tes amis dernièrement? Qu'est-ce que je les ai convaincus d'acheter, par exemple, ou de faire? Ouais, ouais, Bah, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est moi j'aime bien le café et bon, j'aime bien les vraies cafetières, etc., les grosses cafetières, etc. Par contre, il y a un truc que j'ai, et d'ailleurs, ça c'est toi qui m'y as mis, je pense, qu'on vivait à Paris tous les deux, c'est possible, c'est Nespresso. Moi, ici au Québec, tout le monde boit du café filtre, tu sais, le café très très allongé avec beaucoup d'eau dedans, et très peu connaissent les vrais cafés, espresso, etc. Et moi, quand je suis arrivé ici, bah, tous les Québécois qui m'entouraient, je les ai convaincus. Au moins 4 ou 5 personnes autour de moi, je les ai convaincus de passer au Nespresso. À force de leur en parler et peut-être de leur faire goûter quand ils venaient chez moi ou autre, ils sont tous mis à acheter des cafés en espresso. Et du coup, bah, maintenant, j'en prends, genre ma belle famille, par exemple. Il y a 3 familles dans ma belle famille qui maintenant achètent des centaines de dosettes par année sous mes conseils. Je sais que Nespresso, j'ai converti tout le monde autour de moi. Ça, c'est un exemple. ok. Tu as converti quatre ou cinq personnes. Euh,
Une personne chez Nespresso, elle dépense quoi? Une petite centaine d'euros par mois à peu près en capsule, entre 50 et 100 euros. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai Voilà. un moyenne d'une centaine d'euros par mois. Ouais, voilà. Donc, on va dire que la valeur d'un client, c'est, on va dire, un 1000 dollars l'année. 1000 par Et an? si tu as envoyé 5 clients Nespresso, en fait, tu as envoyé 5000 dollars. Est-ce que Nespresso te paye pour ça? Non. J'aimerais. Et, et en fait, c'est ça le truc. En fait, tu sais vendre, tu vois. Je Et ça, en fait, et ça, en fait, tu vois, tous tes abonnés, en fait, ils savent faire ça dans leur vie de tous les jours, que ce soit pour un jeu de PlayStation 5, pour un iPhone ou j'en sais rien. Pour plein de choses, en fait, on un film recommande des produits. au cinéma. Voilà. On sait vendre, en fait. Tout le monde sait vendre. Tu sais vendre, tout le monde sait vendre, par essence. C'est juste que t'es pas forcément payé en retour, mais il faut arrêter l'idée que ah ouais, je sais pas vendre. Enfin, vendre, c'est pas être le mec dans le loup de Wall Street, etc. Non. Enfin, vendre, c'est recommander. Tu sais recommander, tu sais persuader, ben tu sais vendre. Ouais, mais alors il y a une chose par contre. Là, je sais par exemple vendre Nespresso à quelqu'un parce que j'adore Nespresso. J'y crois à Nespresso. Exactement. Et quand tu es convaincu de tes produits, de ce que tu vends, eh ben, c'est beaucoup plus facile de faire ta vente. Tu le fais naturellement, tu vois. Et ça, c'est le truc, c'est que quand on n'est pas convaincu de ses produits, on n'arrive pas à transférer la certitude qu'on a sur ce qu'on vend. Et la vente, c'est un transfert de certitude. Donc, si tu aimes ce que tu fais, si tu as confiance en la qualité de ce que tu délivres en termes de service ou de produit, forcément, ça va se voir, ça va s'entendre. Et forcément, la personne à qui tu veux le vendre, elle reçoit cette certitude. Et la vente, c'est une énergie où le vendeur doit être dans une énergie de certitude qui est supérieure à l'énergie de l'acheteur. Donc en gros, Et c'est que n'importe qui peut vendre à n'importe quel prix du moment qu'il a la certitude que son service vaut le prix et qu'il en a cette certitude, euh, on va dire, assez forte, une certitude assez forte pour appliquer cette certitude à l'acheteur potentiel, au prospect. oui, ta certitude doit être supérieure à celle du prospect. Si ta certitude est inférieure à celle du prospect, n'espère pas vendre. Donc ça veut dire que concrètement, le vrai problème qu'on peut trouver en général dans quelqu'un qui démarre et qui a du mal à trouver ses premiers clients, etc., c'est que le vrai problème, c'est pas forcément ne pas savoir vendre, ne pas avoir les bons templates d'email, ne pas avoir les bons scripts de closing, etc., ni même d'avoir peur de demander de l'argent. Finalement, qu'on ramène à tout ça, tout le problème vient de sa certitude. En tout cas, potentiellement, si on suit un peu le schéma, tout le problème de quelqu'un qui n'arrive pas à closer, à demander de l'argent à un prospect, c'est qu'il n'a pas la certitude suffisante pour demander ce prix-là au prospect. Et donc, peut-être la source, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, entre guillemets, cette source problématique. Euh, oui, ça peut être le syndrome de l'imposteur, mais il faut savoir que le syndrome de l'imposteur, tu l'auras à tous les niveaux. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, même toi, tu as encore peut-être des syndromes de l'imposteur à ton niveau, moi aussi, et tout le monde en a à son niveau. Ouais, Donc, ouais. le syndrome de l'imposteur, c'est pas le truc du débutant qui s'efface une fois que tu fais 1 million. C'est une fois que tu as 1 million, tu as le syndrome de l'imposteur de quelqu'un qui a 1 million. Oui, oui, c'est sûr que ça évolue avec, mais c'est vrai que demain, tu me dis d'appliquer, proposer les mêmes produits ou services 15 fois plus cher, j'aurais un petit souci interne avec tout ça. Oui, alors ça sera peut-être un autre sujet qu'on pourrait aborder dans une autre vidéo, le syndrome de l'imposteur. Je pense que tu aurais des choses à dire là-dessus. Alors du coup, si on reprend ça, la vente, c'est un transfert de certitude. Donc le principal conseil que tu peux donner aux gens qui nous écoutent, c'est d'être avant tout certain de leur valeur et de la valeur apportée aux clients. Est-ce que tu as des conseils pour éventuellement que les gens arrivent à obtenir cette sorte de certitude? Absolument. Alors, puisqu'on parle de la vente, je terminerai par 5 conseils qui peuvent aider tes abonnés. Alors, déjà, il faut se dire que quand on arrive à la première objection sur c'est trop cher, je vais réfléchir, etc., c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si le prospect n'est pas intéressé, ben, il te dit en fait non, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai. Tu vois. Les meilleurs vendeurs savent quelque chose, c'est que le jeu commence quand la première objection arrive. Donc,
quand tu entends la première objection, eh bien, tu peux remercier le prospect de te la poser. Donc, quand tu as une objection, il ne faut pas te dire oh merde, tu vois. Non, c'est oh waouh, il s'intéresse à moi. Oh, c'est cool. Oui, parce que c'est Maintenant, je un vais pouvoir intérêt, enchaîner. c'est une Tu preuve vois. d'intérêt. Ouais, c'est vrai. C'est contre-intuitif, mais à force de faire des ventes, en général, on le sait. Et ceux qui commencent un peu la vente, décomplexés par rapport à la première objection. La première objection, vous la recherchez. Quelqu'un qui n'a pas d'objection, en fait, bon, soit vous êtes très très bon en vente, ou soit en fait, c'est le bon moment. Voilà, la première objection pour commencer. Ensuite, en deux, le prix que vous fixez ne varie pas en fonction de la valeur, ne varie pas en fonction de l'expérience que vous avez, de la taille de votre entreprise. Ça varie uniquement en fonction de la valeur que vous apportez aux clients. Donc, peu importe que vous ayez une boîte avec que vous soyez un freelance, que vous ayez 5 personnes dans la team, peu importe que vous ayez 2 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience, forcément, ça a une influence sur le prix, mais c'est surtout, est-ce que c'est important pour le client, pour le prospect? Est-ce que c'est important pour lui en ce moment de résoudre ce problème? Voilà. Et le prix, en fait, il se fixe par rapport à ça. Donc, que le consultant qui nous regarde ait 2 jours d'expérience et se lance dans ses premières prospections, ou qu'il ait 2 ans d'expérience et qu'il en ait déjà à 15-20 clients, c'est pas ça qui fait une différence sur le prix qui doit être suggéré. Au contraire, on doit rester sur quelque chose de rationnel, sur la valeur perçue. Absolument. Après, il y a des fourchettes, évidemment. Ouais. Je dirais que il y a des bornes supérieures, des bornes inférieures, etc. Mais ouais, ça reste subjectif parce qu'au final, quand on démarre un entretien, un rendez-vous client, on ne sait pas qui est en face de nous et on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Donc, c'est pour ça que dans un entretien, les questions d'offres et de prix, elles arrivent tout à la fin. Mais le début de l'entretien, il sert à comprendre c'est qui le client, il pèse combien, il a quoi comme boîte, qu'est-ce qu'il attend par rapport au projet web, etc. Donc, tout ça, ça va vous permettre de comprendre où est son problème aujourd'hui et le montrer en quoi, par exemple, un site, etc., lui apporte beaucoup de levier en termes de valeur pour son business. Donc voilà, c'était le deuxième conseil. Le troisième, c'est d'avoir une fiche avec des offres et des prix. Donc, surtout ceux qui débutent, je vous conseille d'avoir, pour pas bégayer, donc d'avoir sous la main une feuille avec des grilles de prix ou d'offres qui sont très claires. Comme ça, lorsque le client, le prospect vous demande, vous dites tout de suite, voilà, j'ai tel site avec telle caractéristique qui va vous apporter tel bénéfice et il est à tel prix, tout Ouais. simplement. Et il n'y a rien de pire que d'avoir rien sous les yeux. Ça ne vous met pas en confiance. Il y a l'émotion de la conversation et tout ce qui a été dit. Et, et tous les meilleurs, ils ont forcément quelque chose sous les yeux. Ils ont un document, ils ont un script, ils ont des offres. Il y a toujours quelque chose sous les yeux. Donc, ayez toujours une fiche qui récapitule votre offre sous vos yeux, une grille extrêmement claire. En conseil 4, applique le prix où tu n'auras pas d'oscillation émotionnelle une fois que le contrat sera signé. C'est-à-dire, tu as un prix, le prix ne sera pas assez élevé quand tu vas te dire, une fois que le contrat sera signé, ah, je n'ai pas envie de me lever pour faire ce contrat, il ne me rapporte pas d'argent. Et il y en Voilà. a beaucoup, ça je Et tiens à préciser que parmi les membres de Devenir Consultant, il y en a beaucoup qui ont, parmi leurs premiers contrats, ont tapé très bas au niveau des prix, et leur niveau de motivation sur ces contrats, il est proche de zéro. Et généralement, le travail, du coup, ne sera pas le plus beau des travaux. Enfin, c'est pas le plus beau travail qu'ils pourront fournir, quoi. Je veux dire, c'est quand la motivation est à zéro, l'entrain est à zéro, l'envie est à zéro, bah, franchement, le travail fourni, il n'est pas à 100%. exact. Et après, tu as l'inverse.
Il y en a peut-être, bon, ça arrive peut-être moins souvent chez tes abonnés, enfin tes clients, c'est qu'il y en a qui fixent un prix trop élevé et du coup, ils ont le sentiment après qu'il y a trop de pression et au moindre SMS du client, ça y est, il y a un coup de stress, tu vois. Et ça, c'est quand tu sais que le prix sera trop élevé, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de délivrer la valeur et que tu vas peut-être décevoir et que du coup, tu vas te mettre beaucoup de pression pour beaucoup travailler et potentiellement décevoir le client. Donc, voilà, ça, c'est quand tu sais qu'un prix va être trop élevé. Alors, Voilà. attends, juste, je vais m'arrêter sur ce point-là parce que j'ai plusieurs clients qui m'ont déjà dit, j'ai vendu un site web à 2000, 3000 euros, je suis très content de ma vente, mais je suis en état de stress. Et je sais que certains ont ce petit stress de recevoir un email ou un SMS en disant le contrat est annulé. Pourtant, toi et moi, tu étais dans le domaine, tu le sais, un site web vitrine, par exemple, à 2 ou 3 000 euros, c'est le bon prix pour un site vitrine. Et pourtant, moi, j'ai certains clients qui, malgré tout, même si c'est le bon prix, même si c'est un prix rationnel, c'est un prix que moi, je leur ai suggéré aussi, certains vont garder cette crainte d'avoir un petit SMS du client qui dit on annule tout, je trouvais moins cher finalement. OK. Est-ce que tu as envie de signer avec ce client? Est-ce que tu as envie de garder ce client qui te envoie un SMS qui te dit je vais prendre quelqu'un moins cher? Non, Est-ce que bien tu veux te sûr. battre? Est-ce que tu veux faire la concurrence avec un freelance de 5 euros.com? Ah non, ça, je suis d'accord. Mais Donc, si un consultant signe 2000 euros et que finalement ça se passe bien avec le client, mais que 2000 euros, ça lui semble être un chiffre qui émotionnellement lui paraît beaucoup, alors qu'en fait, c'est normal. Comment faire? Qu'est-ce que tu conseillerais aux consultants qui t'en gardent pour prendre confiance dans leur prix? Parce que si le but c'est d'être à l'aise avec leur prix, il ne faut pas non plus que, malheureusement, alors comme tu dis, il ne faut pas taper trop bas parce qu'il faut avoir une certaine motivation. Il y a certains vont se dire, je vais aller assez bas au niveau de mes prix pour toujours être confiance en mes prix. Mais ce n'est pas vraiment une bonne solution en termes de euh, rentabilité. le prix plancher en dessous duquel il ne faut pas descendre, c'est le prix de ton temps. Ben, si tu étais équivalent salarié au SMIC, euh, est-ce que tu accepterais en tant qu'indépendant de travailler comme un salarié au SMIC, tu vois? Donc ça, je pense que c'est un prix en dessous duquel il ne faut pas descendre parce que sinon, autant être salarié. Je ne vois pas l'intérêt d'être indépendant. Et ensuite, il y a la valeur que tu apportes à un client, c'est-à-dire il a besoin de toi pour l'aider et forcément, ça a de la valeur. Et est-ce que tu te contenterais uniquement de facturer le coût fournisseur, tu vois? Hmm. Non. Le supermarché, l'épicerie du coin, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle achète des produits, elle te les revend plus cher. Bon, elle te facture le rationnel, la logistique, les trucs comme ça qui lui coûtent. Et ensuite, elle ajoute sa valeur. Et sa valeur, c'est la marge qu'elle a décidé de se faire pour vivre. Ouais. Donc, calcule la marge que tu as besoin pour vivre et applique-la par le nombre de clients que tu as besoin et tu trouveras à combien tu ne dois pas descendre en dessous parce que sinon, tu ne peux plus vivre. Et il n'y a pas seulement le seuil de viabilité, il y a aussi le seuil de rentabilité. Après, il faut bien réinvestir cet argent dans ta boîte et il faut la faire croître, etc. Donc, il y a un moment, la question, c'est est-ce que tu veux une boîte et un business ou est-ce que tu veux un passe-temps? Tu Oui. vois, si tu veux faire des sites pour des associations qui ne payent pas, va dans une association. Je veux dire, Ah, faut choisir à un moment. Hein. Une boîte, elle est là pour gagner de l'argent. Évidemment, il s'agit de rester aligné avec ses valeurs et ses objectifs, mais il y a un moment, si ce qui te intéresse, c'est de travailler dans le caritatif, euh, ben, arrête. Donc Il en faut, gros, faut vraiment savoir ce qu'on veut. on peut dire qu'il y a deux barèmes concrets. Pour un bon prix, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a la valeur rationnelle de ton prix, c'est-à-dire que si tu veux gagner 15 euros de l'heure avec les charges, avec ce qu'il faut pour ta boîte, etc., avec ta marge, tu sais que si tu bosses en dessous de 60 ou 80 euros de l'heure, finalement, ton temps, autant être salarié quelque part. Donc ça, on va dire que c'est ton plancher un peu rationnel, entre guillemets. Et tu peux y appliquer une marge. Bon, ça, c'est toujours le côté rationnel. Et en plus de ça, il faut déterminer ton prix plancher par rapport à toujours avoir une valeur financière qui va quand même te motiver à te lever le matin. Et en même temps, ne pas taper un plafond, enfin, il faut garder un plafond avec lequel tu es aligné à un prix pour lequel tu as l'impression de livrer la valeur.
En gros, tu as un barème rationnel et un barème émotionnel. C'est ça. Et comme toi, tu as des groupes, des ateliers dans ta formation, je conseillerais donc à tes clients qui ont un petit peu de mal encore avec l'idée de prendre de l'argent, etc., de, de s'entraîner tout simplement avec d'autres personnes de leur groupe, de faire des sessions de vente et surtout d'annoncer le prix. Et ce que je conseille, c'est d'attendre 10 secondes une fois qu'on a annoncé son prix. Donc, on annonce son offre, on annonce le prix, et ensuite, on laisse 10 secondes de blanc. Parce que ces 10 secondes sont précieuses dans un entretien de vente. C'est les 10 secondes où le prospect va prendre sa décision. Et si on coupe le prospect dans ces 10 secondes, ça peut casser une vente. Parce qu'on l'empêche de Donc, réfléchir. ouais. Donc, si tu as du mal à dire, voici mon site avec des offres, avec les caractéristiques, etc., nombre de pages et tout, hébergement, il est à 2000 euros. Là, attends 10 secondes, tu as quelqu'un en face qui te regarde et qui t'écoute. C'est dur, c'est pas simple, mais c'est les 10 secondes qui peuvent faire basculer toute ta vente et te la faire remporter. Donc, moi, je conseille donc aux personnes qui sont membres de ta formation de s'entraîner à faire cet exercice avec l'annonce du prix. Et c'est très éprouvant, surtout s'il y a plusieurs personnes qui écoutent, mais c'est indispensable pour pouvoir être à l'aise. Et c'est en répétant en conditions quasi réelles, faire de la simulation, qu'on finit par s'habituer à son prix tout naturellement. Voilà. Et J'organiserai puis, des petites sessions de groupe pour ça. Et juste, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur les 10 fameuses secondes là. Il y a quelque chose de très logique quand on y réfléchit. Quand on y pense, imaginons on vient de passer 30, 45 minutes à convaincre quelqu'un qu'il lui faut un site web et qu'il faut que par exemple, moi je dois te faire ton site web. Je viens de passer 45 minutes à le convaincre de ça. Finalement, la seule variable qu'il n'avait pas encore, c'était le prix, les 2000 € par exemple. Forcément, il faut lui laisser au moins 10 secondes pour digérer cette variable. Il a eu 45 minutes pour digérer le reste. Là, on lui sort une variable finale qui est le prix, qui est quand même important, parce que c'est sa partie du contrat quelque part. C'est sûr que si on ne lui laisse pas au moins 10 secondes pour le digérer, il y a quelque chose d'inhumain dans cette façon de voir les choses. et je terminerai par une anecdote. J'avais vendu un site de e-commerce. Il y avait un mari et une femme. Comme tu le sais, c'est le mari qui paye et c'est la femme qui prend la décision. Et c'est un truc de fou. Au moment où on a annoncé le prix, tu sais, c'était un vieux projet qu'ils voulaient faire depuis 10 ans. Ils sont importateurs de produits locaux et ils sont en B2B avec la grande distribution et ils voulaient se diversifier en B2C ou même en faire un site pour les fournisseurs. Bref, ils voulaient faire un gros réceptacle de leur communication. Et au moment où on a annoncé le prix, genre, j'ai dû me taire pendant 2, 3 minutes. Il était là, il était en phase de réflexion, il regardait sa femme, tu sais, il y avait l'horizon parce que bon, à La Réunion, il y a la mer tout au loin. Et du coup, là, j'ai dû me taire, mais c'était interminable, interminable. Je regardais mon associé, je regardais le client, et il avait toujours pas pris sa décision. Je regardais sa femme, il retournait C'est-à-dire que la personne ne feuille. parlait, ni ton associé, ni le client, ni toi. Non, non. Le client parlait, ils se parlaient entre eux, le mari et la femme, euh, mais c'était pas beaucoup de conversation. Tu sais, c'était des petits mots, genre, alors, tu veux le faire? Ça fait pas mal de temps qu'on veut le faire, tu vois. Et là, tu sais, t'as qu'une seule envie, c'est de placer une phrase, un mot. Et moi, je sais intuitivement enfin, contre-intuitivement, je sais qu'il faut surtout pas parler à ce moment-là, tu vois. Il faut laisser le client, faut le laisser remuer toutes ses pensées, ses douleurs par rapport au problème et la solution que je lui apporte. Et c'était vraiment un très, 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 très long moment. J'avais envie de dire plein de choses. Et là, j'ai dû me forcer de ne rien dire. L'exercice conscient que je faisais, c'est tais-toi, 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 tais-toi. Et à la fin, il a signé. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'inverse, j'ai vécu la situation une ou deux fois ici du client qu'on presse.
Chez Mercedes, à l'achat de la deuxième voiture. C'était le vendeur de voitures à l'américaine, hein, bien évidemment. Vendeur de voitures à l'américaine, donc beaucoup de pression, beaucoup de forcing, etc. Et il m'a donné son devis, etc. Et puis moi, je voulais y réfléchir sur place. Et quand je lisais le devis, je regardais les chiffres. Tout ce que je voulais, c'était 1 minute de silence pour réfléchir à est-ce que ce prix me convient? Est-ce que ce modèle est celui que je veux? Je voulais juste prendre 1 minute pour me visualiser, me dire, je m'engage sur 4 ans avec cette voiture-là. Est-ce que c'est la voiture que je veux pendant 4 ans? Est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle que je veux? Est-ce que je peux après, peut-être même pour prendre un plus gros modèle? C'est ça qui était dommage pour ce vendeur, c'est que ça se trouve là. Et il me parlait sans arrêt. Il n'arrêtait pas de parler. Il arrêtait pas. Il cherchait la phrase qui allait me faire dire oui d'un coup. Mais il n'avait pas compris que ce qui allait me faire dire oui, c'était de me foutre la paix. Me laisser réfléchir. Au bout d'1 minute ou 1 minute 30, je lui aurais donné une réponse pourtant. Et peut-être même j'aurais peut-être même dit non pour cette voiture-là pour prendre le modèle au-dessus. Mais il n'arrêtait pas de parler. Et ça a ruiné complètement l'expérience de vente. Alors, j'ai quand même été de l'avant avec un autre vendeur. Une semaine ou deux plus tard, j'y suis retourné avec un autre vendeur qui, lui, m'a laissé du silence et j'ai fini par acheter. Mais ce vendeur-là, j'ai fini par lui dire non sur place et je n'ai pas réussi à passer à l'action parce que je ne me sentais pas rationnellement capable de dire oui s'il ne me laissait pas le temps de réfléchir. Et il ne s'arrêtait pas. Ouais, voilà. C'est une très belle illustration. Bah, écoute, Jimmy, merci beaucoup. Je pense que c'est bien intéressant. Je pense clairement qu'il y a des sujets qu'on doit aborder, je pense, autour de tout ça. Donc là, on est déjà à une bonne demi-heure de vidéo, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je pense clairement que ça nous montre, notamment qu'on parlait de transfert de certitude, il y a des sujets à aborder autour du syndrome de l'imposteur, etc. J'imagine que tu as de la matière sur ces sujets-là. Tu serais ouvert à ce qu'on en parle dans une prochaine vidéo, peut-être? Absolument, parce que c'est forcément connecté à plein d'autres notions, plein d'autres questions qu'on se pose quand on a du mal à avoir ses premiers clients. Mais voilà, ce serait trop long pour faire une vidéo, ça prendrait des heures. Donc, on fera ça en plusieurs épisodes, comme une saga. Ça marche. Et vraiment, oui, il y a des points que j'aimerais aborder. D'ailleurs, vous qui nous regardez, dites-nous en commentaire si c'est des points qui nous intéressent, mais le syndrome de l'imposteur, bien évidemment, la peur de déranger. Moi, je le reçois beaucoup, ça comme question, c'est j'ose pas appeler parce que j'ai l'impression que je vais déranger les adultes au travail un peu. On m'a dit ça déjà. On m'a dit, j'ai l'impression d'être l'enfant qui va déranger les adultes dans leur quotidien sérieux et important et que je vais venir les emmerder avec quelque chose qui n'a pas de valeur. La peur de venir déranger. C'est pareil quand on va visiter, prospecter en physique, hein, qui dit j'ai peur de rentrer dans le local, de déranger les gens qui travaillent pour de vrai. On m'a souvent dit des choses comme ça. Et quelque part, tout ça, c'est du mindset aussi. Et je pense qu'il y a des points à travailler là-dessus. Donc, effectivement, donc dites-nous, vous qui nous regardez en commentaire, si la peur de déranger, le syndrome de l'imposteur, etc., c'est des sujets sur lesquels vous voulez qu'on fasse des formats un peu comme aujourd'hui, qu'on en discute. Jimmy pourrait nous proposer, comme il a fait aujourd'hui, quelques options, quelques idées pour aller solutionner tout ça. En tout cas, je pense que déjà, on a bien abordé le sujet de la vente aujourd'hui. Et donc, je t'en remercie. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt, Jimmy. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les conseils de Jimmy vous seront utiles. Je pense que, bon, franchement, il y a d'autres sujets qu'on pourrait aborder. Donc dites-moi en commentaire si ce genre d'interview, ces conseils de Jimmy vous semblent vraiment vous aident. Parce que éventuellement, ça pourrait être avec grand plaisir qu'on en fera d'autres, des capsules comme ça. On pourrait couvrir un peu toutes les autres peurs de démarrage. Comme je vous ai dit, là, on parle surtout de la peur de demander de l'argent à un prospect. Mais ça peut aussi être la peur de déranger au téléphone ou en prospection quand on va dans une entreprise ou quand on téléphone ou autre. Ça peut être la peur le syndrome de l'imposteur, donc la peur de passer pour un fou en vendant un service et en ayant peur de ne pas arriver à livrer les résultats. Bref, toutes ces peurs-là qui nous empêchent de passer à l'action, qui nous empêchent de trouver nos premiers clients, c'est des sujets qu'on pourrait approfondir. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si c'est le cas, écoutez, je pense que Jimmy sera bien d'accord pour en faire d'autres avec moi. Donc sur ce, je vous laisse aller voir en description pour le Instagram et pour la masterclass d'Avenir Consultant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.